Bienvenue. Alors aujourd'hui, on s'attaque à un dossier assez marquant. L'affaire Alex Murdaugh. C'est l'histoire de la chute, mais vraiment spectaculaire, d'une dynastie d'avocats très puissante en Caroline du Sud. Oui, un nom synonyme de pouvoir, de justice même, pendant près d'un siècle là-bas. Et puis derrière, on découvre une réalité beaucoup plus sombre. Clairement. C'est pas pour rien qu'ils ont appelé ça le procès du siècle localement. Notre but aujourd'hui, c'est un peu de décortiquer tout ça, de comprendre comment cet avocat respecté, influent, a pu être condamné pour les meurtres de sa femme et de son fils. On va se baser sur les faits, les éléments du dossier. C'est ça. Essayer de démêler un peu le vrai du faux, les preuves clés, et surtout les motivations, notamment financières, qui semblent être au cœur de tout. Tout commence par une nuit tragique, le 7 juin 2021. Alex Murdaugh appelle le 911. Il est paniqué. Il dit qu'il vient de trouver sa femme, Maggie, 52 ans, et son plus jeune fils, Paul, 22 ans, morts, abattus près des chenils de leur immense propriété, Moselle. La scène est... Glaçante, ouais. Et les détails sont importants. Paul, tué avec un fusil de chasse calibre 12. Maggie, elle, avec une arme semi-automatique, genre AR. Deux armes différentes, donc. Exactement. Et, détail crucial, on n'a jamais retrouvé ses armes. Et très vite, Alex Murdaugh devient le principal suspect. Son alibi pose problème, c'est ça? Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Pendant quasiment 2 ans, il maintient une version. Il n'est pas allé au chenil ce soir-là. Il aurait fait une sieste, puis serait allé voir sa mère malade. Un alibi qui va finir par s'effondrer. À cause d'une preuve numérique, je crois. Tout à fait. Une vidéo, filmée par Paul avec son téléphone sur Snapchat, vers 20h44, c'est juste quelques minutes avant l'heure estimée des meurtres. Et qu'est-ce qu'on entend? En arrière-plan, très clairement, on entend la voix d'Alex Murdaugh. Ça a été formellement identifié par un ami proche de Paul, plus de doute possible. Ah oui, là c'est accablant. Et au procès, il a dû admettre? Il n'a pas eu le choix. Il a dû admettre avoir menti. Sa justification, c'était la paranoïa, liée, selon lui, à sa très forte addiction aux opioïdes. Il a dit qu'il était entré dans un engrenage de mensonges et qu'il n'arrivait plus à dire la vérité. Bon, ce mensonge, ça a ruiné sa crédibilité, évidemment. Mais pour l'accusation, le mobile, c'était surtout l'argent, non? Cette pression financière énorme. Exactement. La théorie principale, c'est que les meurtres étaient une sorte de tentative désespérée pour créer une diversion, pour détourner l'attention de tous ces crimes financiers qui étaient sur le point d'éclater au grand jour. Et il y avait cette addiction aux opioïdes, l'oxycodone. Ça coûtait cher. Une fortune. Il a parlé de dizaines de milliers de dollars par semaine. Pour financer ça, et sans doute aussi pour maintenir un certain train de vie, il a volé, massivement. Comment il faisait? Il avait créé un faux compte bancaire au nom de Forge, un nom qui ressemble à une vraie société financière, et avec ça, il a détourné des millions qui revenaient à ses clients. L'affaire la plus connue, c'est celle de Gloria Satterfield. Leur employé de maison. Oui, décédée après une chute chez les Murdaugh. Il y a eu un arrangement avec l'assurance, 4,3 millions de dollars. Cet argent devait aller au fils de Madame Satterfield. Alex Murdaugh l'a entièrement détourné pour lui. C'est fou, c'est incroyable. Et il volait aussi son propre cabinet d'avocat. Oui. Et là, c'est un point crucial. Le jour même des meurtres, le 7 juin, il avait été confronté par la directrice financière du cabinet. Il manquait 792 000 dollars sur des honoraires. La pression montait. Donc, le jour J, il est acculé financièrement par son cabinet. Tout à fait. Et il y avait autre chose d'imminent, le procès civil concernant la mort de Mallory Beach. Ah oui, la jeune fille décédée dans l'accident de bateau où Paul était impliqué. Et possiblement aux commandes, en état d'ébriété. Exactement. La famille Beach réclamait des millions. Une audience clé était prévue 3 jours après les meurtres. Une audience où Alex aurait dû présenter ses comptes. Ça aurait révélé l'étendue de ses fraudes et sa ruine financière. L'étau se resserrait de partout, en fait. Complètement. Et la pression devait être inimaginable. Et il y a aussi cette histoire, un peu folle. Quelques mois après les meurtres. Ah oui, en septembre 2021. La tentative de suicide maquillée en meurtre. Il a demandé à un complice, Curtis Eddie Smith, de lui tirer dessus au bord d'une route. Pour quelle raison? Pour que son fils aîné, Buster, puisse toucher une assurance vie de 10 millions de dollars. Encore une manœuvre désespérée liée à l'argent. Ça n'a pas marché, évidemment. Bon, après un procès de 6 semaines, très médiatisé, le verdict.
Oui, et il a été très rapide. Le 2 mars 2023, moins de 3 heures de délibération. Verdict. Coupable. Coupable des meurtres de Maggie et Paul. Coupable de possession d'armes lors d'un crime violent. Et la peine? 2 fois la prison à vie. Consécutivement, sans possibilité de libération conditionnelle. Et à ça, il faut ajouter les autres peines pour les crimes financiers. Oui, il a plaidé coupable pour des dizaines de chefs d'accusation financiers au niveau de l'État et au niveau fédéral. Ça représente des décennies de prison supplémentaires, même si elles sont purgées en même temps. Donc, en résumé, c'est vraiment un faisceau d'indices concordants qu'il a fait tomber. La vidéo Snapchat, Oui, la preuve numérique qui le place sur les lieux. son alibi qui s'écroule, ses mensonges constants. Absolument. Et surtout, ce mobile financier écrasant, l'imminence de la révélation de ces fraudes. C'est une affaire qui dépasse le simple fait divers. Ça parle de privilèges, d'addiction, de fraude systémique, la chute d'une certaine élite. Tout à fait. C'est une tragédie familiale, bien sûr, mais c'est aussi le reflet d'un système où quelqu'un a pu se croire au-dessus des lois pendant très très longtemps. Et même si la justice a été rendue avec ses condamnations, l'affaire n'est peut-être pas totalement terminée. Non, car il a fait appel. Il invoque une possible interférence avec le jury, une greffière qui aurait influencé certains jurés. Donc, l'histoire judiciaire continue un peu. Ce qui laisse planer une dernière question, peut-être. Dans une affaire aussi complexe, aussi opaque, avec des décennies de pouvoir et de secrets, est-ce qu'on connaîtra un jour toute la vérité, même avec un verdict? C'est la question qui reste en suspens, effectivement. Difficile de savoir si toutes les zones d'ombre seront un jour éclaircies.